projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous examinons le combat de la société civile africaine pour la justice écologique et avec notre invité, nous nous tournons vers les actions et le rôle de la diaspora en Afrique. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. C'est une entrepreneuse qui défend fermement les valeurs des femmes de la diaspora du continent. Longtemps gouvernante générale de grands groupes hôteliers de luxe, elle a vu de près toutes les facettes de l'immigration des femmes africaines avant de décider de créer sa propre affaire. Sa mission aujourd'hui, guider les femmes africaines de la diaspora en France et leurs actions en Afrique. Suzanne Belnoun, présidente de l'OFAD, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, est notre invitée du jour. L'objectif, c'est de donner de la visibilité aux actions menées par les femmes, aussi bien en France que dans nos pays d'origine. Halte aux dommages environnementaux, la société civile africaine cherche à sensibiliser les populations au concept de justice écologique. Je considère la justice écologique comme une conversation qui est censée fournir des informations grâce à l'influence de la communauté et même à la compréhension des peuples indigènes. Cap sur le monde des malvoyants du Cameroun, ils ont rencontré à Yaoundé le potentiel d'émancipation inspiré par une ONG dans un esprit de partage communautaire. Il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mâles et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité. Mozambique, Sénégal, Tanzanie, Mauritanie, Afrique du Sud, Éthiopie, Maroc. Tous ces pays ont un point commun. D'énormes réserves de gaz y ont été découvertes. Un boost économique pour ces nations, mais souvent au prix d'un sacrifice environnemental pour les communautés avoisinantes, notamment dans les écosystèmes côtiers. Face à cet équilibre complexe, l'exigence de justice environnementale fait son chemin en Afrique, au Nigeria, un pays producteur de pétrole, où plusieurs actions en justice ont été menées contre des multinationales. Les acteurs de la société civile s'organisent. Notre correspondant à Abuja, Hugo Uyana, a suivi leur réflexion. Regardez. Le droit à un environnement sûr pour chaque Nigérian est garanti par l'article 20 de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria. Malgré cela, la myriade de défis écologiques dans le pays a été une source d'inquiétude et a déclenché des stratégies de plaidoyer de la part de diverses parties prenantes. L'accès à la justice est rendu difficile par le laxisme des lois environnementales, un manque de système judiciaire indépendant et l'absence de volonté de faire respecter les dispositions légales. Nous devons comprendre que nous faisons partie intégrante d'un écosystème écologique et en même temps nous détruisons l'autre partie. Nous nous sommes aussi détruits nous-mêmes. Si nous n'avons pas d'arbres, nous n'aurons plus la capacité de respirer de l'oxygène, car sans dioxyde de carbone, il n'y aura pas d'oxygène. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien à boire. Si vous polluez l'air, vous mourrez lentement et très probablement très jeune. Selon Rise for Bayelsa, une campagne mondiale visant à mettre en lumière les dommages environnementaux et humains causés par les multinationales pétrolières opérant dans le delta du Niger, quelques 40 millions de litres de pétrole sont déversés dans le delta chaque année. Rien qu'en 2012, 16 000 bébés sont morts au cours du premier mois de leur vie à cause de la pollution pétrolière. Ces chiffres ont augmenté au fil des ans. Il ne s'agit là que de l'un des nombreux dommages causés par les catastrophes environnementales. Le Nigeria a commis une grave erreur en abandonnant la voie économique qu'il poursuivait initialement pour se remettre maintenant dans le secteur pétrolier et oublier tout le reste. C'est ce qui est en train de détruire le Nigeria. Le plus gros problème actuel est le désinvestissement. Il s'agit d'un mouvement des compagnies pétrolières internationales qui quittent le delta du Niger et emportent leurs bénéfices vers l'étranger ou dans leur pays d'origine. Nous avons besoin d'une réglementation claire, d'une politique claire et de lignes directrices sur ce qu'est le désinvestissement et sur la manière dont il peut être fait. Les risques écologiques liés à la santé deviennent une préoccupation majeure au Nigeria, avec divers problèmes environnementaux tels que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, les déversements de pétrole, la déforestation, la désertification, l'érosion et les inondations, dues à des systèmes de drainage inadéquats ou inexistants, causés principalement par les activités anthropogéniques.
L'industrie pétrolière dans le delta du Niger a été le plus grand pollueur de l'environnement autour du delta et par extension de la pollution du Nigeria. Il pollue l'air avec les torchères à gaz. La plupart d'entre nous sommes des cadavres vivants, mais nous ne le savons pas. Nous allons tomber d'un moment à l'autre et mourir. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à de multiples défis écologiques. Tous ces défis résultent des actions menées par des entités qui ont considéré le continent comme une zone de vulnérabilité. Selon le rapport intitulé « La lutte pour la justice environnementale en Afrique » rédigé par le militant écologiste Nimo Bassé pour l'Independent Media Institute, à peine 1% de la main-d'œuvre du secteur des industries minières en Afrique est composée d'Africains. Seuls 5% des investissements dans ce secteur sont réalisés en Afrique et plus de 85% des infrastructures pour le gaz fossile sur le continent sont destinées à l'exportation. Je considère la justice écologique comme une conversation qui est censée fournir des informations grâce à l'influence de la communauté et même à la compréhension des peuples indigènes, car c'est la seule façon de restaurer notre écosystème et de le faire fonctionner pour les gens et la planète. Nous sommes un groupe de réflexion sur l'écologie et notre principal objectif est la connaissance et le partage. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès parce que les communautés sont plus claires sur leurs demandes et sur la façon de protéger l'environnement. Le seul problème, c'est que les auteurs des transgressions s'efforcent de se soustraire à leurs responsabilités et c'est sur ce point que nous nous concentrons. Personne ne doit échapper à ses responsabilités. En effet, diverses communautés des États du delta du Niger comme les Akwa Ibom, Rivers ou encore Bayelsa, des agriculteurs, des pêcheurs et des particuliers ont tenté d'obtenir justice auprès des grandes sociétés pétrolières mises en cause. Il a fallu 13 ans pour que justice soit rendue dans l'une de ces affaires, mais rien n'a encore été fait pour dédommager les membres des communautés d'accueil. Nimo Bassé, directeur de OMEF, s'efforce d'assurer la mise en œuvre rapide des actions de justice impliquant ces multinationales et les communautés d'accueil par le biais de son forum Table Ronde sur le jugement des pollueurs qui offre une lueur d'espoir dans la quête d'une justice écologique au Nigeria. Je vous le disais en titre, notre invitée Suzanne Belnoun est la présidente de l'OFAD, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, une entité qui veut avant tout lutter contre le sentiment d'invisibilité que ressentent ces femmes, mais aussi chapeauter leur action sur le continent, en coordination avec des organisations locales. Elle s'est confiée à Laurence Soustras et Thierry Schiller. Madame Suzanne Belnoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Organisation des femmes africaines de la diaspora. Présentez-nous votre association en quelques mots. Alors, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, c'est une plateforme qui intègre les femmes africaines entrepreneurs, des dirigeantes d'associations et des cadres d'entreprises. L'organisation a été créée en 2011. L'objectif, c'est de donner de la visibilité aux actions menées par les femmes, aussi bien en France que dans nos pays d'origine, parce que nous avons longtemps souffert de l'invisibilité. Alors, quelles sont ces actions? Est-ce que ce n'est pas devenu très compliqué dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale? Je pense au Burkina Faso, au Mali et maintenant au Niger. Mais l'intérêt pour nous, c'est de rester en contact avec les femmes parce que les zones, c'est quand même assez difficile avec les sanctions qui leur tombent sur la tête. Les premières à en souffrir, ce sont toujours les femmes et les enfants. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Donc, notre mobilisation et ce contact, ce pont, c'est aussi pour soulager, ça peut être matériel, ça peut être moral, mais ce contact a son impact sur les femmes. Si je comprends bien, c'est le contact entre votre association et des associations locales sur le terrain qui permettent de faire progresser et de faire vivre ces actions que vous menez sur place. En fait, c'est pas l'OFAD, mais nous sommes en contact avec les réseaux des Africains localement.
à travers parce que nous avons les membres viennent de divers pays. Et donc, quand chacune nous dit, ah ben, il y a une association, je ne sais pas, de Sénégalais au Maroc, il y a une association de mon pays au Maroc, donc nous mettons en contact avec pour voir des besoins et qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que cette approche a apporté jusqu'à présent? C'est une approche qui fonctionne bien selon vous? Mais les résultats sont très, très, très importants, très intéressants. Nous avons un événement que nous menons depuis 2014, le Forum économique des femmes africaines et de la diaspora. Et en 2019, nous l'avions transféré en Afrique, précisément au Cameroun. Donc c'est l'occasion pour les femmes africaines et de la diaspora de changer, de partager, de voir dans quelle mesure elles peuvent travailler ensemble. C'est l'occasion aussi pour elles de rencontrer des investisseurs qui prennent part à ces événements, des financiers, parce que ce n'est pas évident pour les femmes de manière générale, et plus encore de la femme africaine de trouver des financements quand elle veut entreprendre. Donc cet espace offre cette possibilité-là. Et depuis 2014, nous avons quand même eu beaucoup de résultats. Et donc cette plateforme, ce rôle d'interface entre le Nord et le Sud, il fonctionne. Qu'est-ce que vous voudriez encore voir améliorer? Nous voulons, l'amélioration que nous attendons, c'est au niveau des institutions et des décideurs, d'être un peu plus écoutés, parce que nous ne sommes presque pas, bon, ça vient doucement, timidement, mais la diaspora féminine n'est pas tellement prise en compte quand on parle de la diaspora. Et nous expliquons ça par le fait que la femme africaine a toujours été vue, la femme migrante a toujours été vue comme une femme qui est venue dans le cadre de regroupement familial. Et donc, dépend le mari, on ne peut rien attendre d'elle économiquement, alors que c'est un tort. Une grande erreur. Cette cible-là a eu lieu aujourd'hui. De plus en plus de femmes viennent par leurs propres moyens. C'est des femmes qui ont eu un parcours dans leur pays d'origine. Malheureusement, quand elles arrivent ici, bon, ce n'est pas pris en compte. Et même les jeunes générations qui sont nées ici, qui ont fait des études ici, on dirait que l'image de la maman continue à porter l'image de cette femme-là. Donc, nous attendons justement que la femme africaine de la diaspora puisse être prise en compte dans les démarches, qu'elles soient politiques. Bon, politique, ça commence à venir, mais économique et tout ça, qu'elles soient prises en compte. Et nous avons fait un travail là-dessus qui nous permet de faire le plaidoyer à travers le transfert d'argent. Donc il était important pour nous d'apporter la preuve que la femme africaine de la diaspora est une force économique. Et ça ne pouvait se faire qu'à travers son apport en matière de transfert d'argent. Parce qu'on sait, vous savez bien que la diaspora aujourd'hui, c'est le premier bailleur de fonds des pays africains. Or, quand on a voulu chercher à savoir quel était l'apport des femmes dans ces sommes importantes que la diaspora transfère, il s'est avéré que les institutions n'ont jamais fait ce travail. Et c'est avec beaucoup de détermination que nous avons pu sortir ces éléments qui nous servent aujourd'hui d'outils de plaidoyer.
bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Avant de retrouver notre invitée Suzanne Belnoun, je vous propose une incursion dans l'une des actions de la diaspora africaine sur le continent. Il s'agit de l'initiative de l'entrepreneur social et solidaire Yves Vancy. Il a voulu apporter au Cameroun, son pays natal, le concept de son association Déficients Visuels Lancez-vous, qui vise à rompre le cloisonnement des handicapés visuels. Son ONG a ainsi initié un ambitieux projet pour inclure les handicapés à travers des solutions plus innovantes et diversifiées que celles qu'ils trouvent habituellement à leur portée. C'est un reportage de notre correspondant Aboubacar Sidik Mounchili. Regardez. C'était un déplacement dans son pays d'origine, à la rencontre des jeunes souffrant de déficiences visuelles dont Yves Vancy rêve depuis plusieurs années. Cet entrepreneur social de la diaspora camerounaise en France y a été évacué très jeune à la recherche de soins pour cause d'une maladie oculaire sévère. Ayant grandi au Cameroun, je ne savais pas ce que c'était un handicapé. Pour moi, un handicapé, c'était quelqu'un qui était en fauteuil ou quelqu'un qui était boiteux, comme on dit communément ici. Et en partant d'ici, donc je n'avais pas toutes ces notions-là. Et c'est là-bas où j'ai découvert vraiment que le handicap, c'est communautaire. J'ai découvert un monde qui était un peu sédentarisé, qui n'était pas sensibilisé aussi à ses potentialités, à ses capacités, et un monde qui n'avait pas d'avenir. Et après, malvoyant lui aussi, cette expérience-là a revolté et surtout forgé en lui des armes et des idées pour se lancer dans le combat permanent de détacher les handicapés mal et non-voyants des freins et autres préjugés à leur épanouissement. Pour moi, c'était une révolte et c'est comme ça que tout doucement, je me suis dit qu'il fallait créer un projet associatif qui pouvait sortir les mal et non-voyants de leur zone de confort, de leur maison, de leur sédentarité, et donc dire que le handicapé visuel peut être acteur de son émancipation et acteur de ses aspirations. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu revenir au Cameroun. Revenir au Cameroun après près de 10 ans de préparation pour le point de départ d'une longue aventure au chevet des jeunes mal et non-voyants à l'échelle du continent africain. Yves Vancy a choisi de le faire avec des solutions et à travers un projet, l'ONG Lancez-vous et le concept Partageons la cola du nom de ce fruit sous forme de noix, très prisé en Afrique, issu du colatier qui se mange ici en communauté et qui occupe une place importante dans les traditions. La cola, pourquoi ça se partage? On a décidé de lancer le concept Partage la cola parce qu'on apprend avec notre cola et les jeunes mal et non-voyants nous apprennent avec leur cola. C'est le début d'une longue et grande collaboration parce que eux, ils viennent avec le concept d'Europe, ce qu'il se fait déjà en Europe. Ils viennent nous rencontrer tout en voyant déjà ce qui se fait sur le terrain. Je trouve qu'une rencontre celle-ci est une rencontre qui ne cesse d'illuminer, d'enlever l'ombre qu'il y avait dans la pensée d'une personne qui vit en situation de handicap. Cette rencontre à Yaoundé a permis de présenter le contenu de cette initiative et d'offrir aux jeunes toute une pléthore d'activités pendant 2 jours. Débats, projections, ateliers, coaching, descente sur le terrain, entre autres, c'est la suite d'un travail commencé depuis 1 an. Ça commence d'abord par la discussion. On échange, on partage, on rencontre, on se raconte nos anecdotes, on se raconte notre vie et comment on est arrivé à un certain niveau. La formation, justement, est au cœur de la stratégie et des actions de Lancez-vous qui entend profiter des énormes opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. On est dans des synergies où on va apporter justement des formations à distance parce que ça se fait beaucoup pour les mal et non-voyants sur la nouvelle technologie, sur l'informatique et l'accompagnement se fait aussi à travers ce que nous pouvons envoyer comme matériel. Mais il faut souligner que nous ne sommes pas forcément dans du matériel, nous sommes dans l'accompagnement entrepreneurial, psychologique, récréatif et surtout du dépassement en soi. Combinaison gagnante pour ce départ en terre camerounaise, l'association d'aide et de soutien aux enfants vulnérables et handicapés marche en avant et son foyer d'accueil de ces jeunes en plein cœur de la localité de Soa, une banlieue de Yaoundé. J'ai travaillé longtemps dans un centre pour aveugles et là j'ai vu la manière dont les enfants étaient encadrés. J'ai fait 11 ans là-bas. Et un beau jour, les enfants sont venus, 4 non-voyants, je les ai accueillis chez moi. Ils ont passé des vacances. Chaque matin, ils sortaient pour aller jouer au tam-tam en route, pour chercher de quoi manger. J'ai été touchée par ça. Je dis que pourquoi est-ce que des enfants qui ont tellement de talent peuvent aller mendier alors qu'ils peuvent fréquenter normalement et avoir une bonne vie plus tard.
Une idée qui rejoint celle de Yves Wansi et de son coéquipier Achille Gouem, un talentueux artiste comédien issu lui aussi de la diaspora camerounaise. Initier ce jeune au théâtre, c'est la façon qu'il a choisi d'accompagner ce projet. Déjà la situation amorphe de celui du handicap visuel qui a soit la tête baissée tout le temps, soit qui est totalement marginalisé parce que l'isolement et tout ce qu'il peut avoir. Déjà les renfermés, il n'a même plus confiance à ses propres membres qui servent encore, qui sont là. Donc grâce au théâtre, on fait déjà un éveil corporel, la prise de parole en public, pouvoir même déjà prendre la parole, parler et s'exprimer. C'est autant d'armes qu'on peut déjà leur donner. L'enjeu est donc grand pour cette ONG engagée à travers notre modèle, la sensibilisation au handicap visuel en passant par des actions innovantes pour l'inclusion de ces personnes qui ont la main tendue vers la société. Il faut leur apprendre à rêver. Je pense que quand on a un handicap, on ne rêve pas, on ne rêve plus. Que ce soit au Cameroun ou en France ou ailleurs, on pense que c'est une fatalité. Lorsqu'on a fait avec son handicap, c'est-à-dire on se dit, on peut aller au-delà des limites que le handicap nous impose, on peut faire des belles choses. Après Yaoundé au Cameroun, Yves Wansi et son équipe pensent déjà à d'autres capitales et villes africaines. En ligne de mire, Cotonou au Bénin ou encore Dakar au Sénégal, où ils sont annoncés. Nous retrouvons maintenant notre invitée Suzanne Belnoun. Elle nous explique comment son organisation des femmes africaines de la diaspora s'est adaptée au nouveau profil des migrantes africaines et répond aujourd'hui à un défi très différent, assister les représentantes de deuxième ou troisième génération qui veulent revenir au pays et y créer leurs propres entreprises. Regardez. Madame Belnoun, quel est votre parcours et comment en êtes-vous venue à présider l'association OFAD? Alors, mon parcours personnel est un peu atypique, comme la plupart des femmes africaines. Je suis de formation hôtelière. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 16 ans dans l'hôtellerie de luxe en France, de groupe Accor, Hyatt, Disney, comme gouvernante générale. À un moment donné, je me considérais comme une privilégiée d'occuper des postes de responsabilité par rapport à celles que je voyais, puisque j'étais amenée à recruter mon personnel. Et je me retrouvais avec des femmes qui venaient postuler comme femmes de chambre avec un bagage. Elles étaient très diplômées. Oui, diplômées. Et par la suite, après 16 ans, j'ai ressenti une certaine saturation d'être salarié et j'ai pensé à créer ma propre structure. Et dans ce parcours, j'ai vu le parcours du combattant, de la femme africaine, migrante, noire, qui veut créer une entreprise. À partir de là, j'ai commencé à comprendre pourquoi certaines femmes se contentaient de peu. Ça nous a interpellés et donc avec un certain nombre d'amis, on a décidé de créer ce réseau. Dans un premier temps, le but était d'aller chercher ces informations qu'on estimait n'étaient pas à notre portée et de les vulgariser au sein de nous pour celles qui, comme nous, voulaient se mettre à leur compte. Donc nous avons appelé ça le parcours d'intégration par la création d'entreprises. Et donc, nous avons même eu à faire de la sensibilisation ici à Château-Rouge pour informer les femmes de comment elles peuvent entreprendre, quels sont les dispositifs qui existent qui leur permettraient de s'en sortir. Donc certaines ont suivi. Plus on découvrait les réalités, plus nous étions passionnés à apporter des réponses par nous-mêmes. Le profil des premières femmes africaines de la diaspora est celui des jeunes, des nouvelles arrivantes et aussi des jeunes de deuxième ou troisième génération sont totalement différents. Quelle évolution avez-vous perçue? Comment opérez-vous cette fusion en quelque sorte? C'est ça qui fait la richesse de l'OFAD, de cette plateforme intergénérationnelle où chacune apporte à son apport. Les jeunes essayent
souvent nous aident à nous adapter aux nouvelles technologies, hein, parce que nous, c'est pas... et elles ont besoin de notre expérience, de notre parcours, de notre vécu qui leur parle. Et surtout quand elles vont entreprendre dans nos pays d'origine, parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui sont intéressés à y aller. Et on a surnommé d'ailleurs les repartes, je ne sais pas trop pourquoi. Et quand elles doivent y aller, elles n'ont pas les codes. Donc, l'espace leur permet d'acquérir ces codes, de ne pas avoir de mauvaises surprises, elles ne vont pas prendre la Tour Eiffel pour amener à Douala ou à Yaoundé ou à Djamena ou à Dakar. Donc, les plonger un peu dans la réalité. Sinon, ça peut être très compliqué pour elles. Quel regard portez-vous sur cette vague d'immigration de jeunes africains, et parmi eux beaucoup de jeunes femmes, souvent avec des enfants? Quel regard portez-vous sur cette dangereuse traversée de la Méditerranée pour venir en Europe? Qu'est-ce que peut faire votre association à la fois en France et en Afrique? Qu'est-ce que peut faire notre association? Je peux vous dire rien. Rien, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas intégrés dans cette démarche. Nous n'avons même jamais été consultés. Et c'est ce que nous trouvons dommage. Que quand on parle de l'immigration, les migrants sont absents. Vous le constaterez dans tous les plateaux de télévision, dans tous les débats. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi si nous sommes exclus? Sur le terrain, nous sensibilisons. Nous essayons de leur dire la vérité de ce qui les attend en Europe. C'est donner les moyens en leur disant non, tout n'est pas perdu, vous pouvez vous en sortir, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas, tout est toujours possible. Donc voilà une direction au lieu d'aller prendre le risque de la Méditerranée. Mais sinon, de manière officielle, tout ça, nous ne sommes pas impliqués. Vous prenez prochainement la route de l'Allemagne. Est-ce que la cohésion de la diaspora africaine au niveau de l'Europe, est-ce que c'est quelque chose qui a une possibilité d'accentuer cette prise en main finalement de ce débat public? Oui, mais c'est justement ce que nous essayons de créer ces espaces. Et en invitant même des autorités, que ce soit des autorités de nos pays d'origine ou des accueillants. Des plateformes au niveau européen de la diaspora existent. Nous prenons de plus en plus conscience que nous devons nous concerter et essayer de sortir des éléments de plaidoyer pour amener devant les décideurs, parce que ce n'est pas nous qui prenons des décisions, malheureusement. Mais nous ne manquons pas d'idées, même si on ne les prend pas en compte. Parce que moi, je vous dirais, par exemple, la situation que nous vivons aujourd'hui, j'ai commencé à en parler depuis 2006, par rapport à ce que je voyais sur le terrain. Et je me demandais, est-ce que la diplomatie française en Afrique voit ce qui se passe en 2006? Aujourd'hui, on semble être surpris, mais nous pas. Madame Suzanne Belmoun, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Suzanne Belmoun ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.